OpenAI vient de confirmer que ChatGPT 6 ne sortira pas d'ici la fin de l'année. Et ça change tout sur ce que l'on pensait savoir du calendrier des modèles d'IA. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi cette annonce, combinée avec d'autres développements récents cette semaine, indique une transformation majeure dans la façon dont l'IA va impacter votre quotidien et votre carrière dans les prochains mois. Messieurs dames, la réalité rattrape la science-fiction depuis 2 ans. Et vous allez voir que ça n'arrête tout simplement pas. De plus en plus de géants industriels lancent des méga projets pour construire des stations spatiales, des clusters, en orbite autour de la Terre ou de la Lune pour créer la super IA. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Vous savez, beaucoup de gens parlent d'une bulle spéculative dans le monde de l'IA. Mais quand tous les industriels se ruent vers des méga projets de clusters en orbite autour de la Terre, croyez-moi, les choses commencent à devenir sérieuses. Ok, alors pour comprendre comment on en arrive aux méga clusters en orbite autour de la Terre, il faut d'abord regarder ce qu'il se passe du côté de chez OpenAI. Il y a quelques semaines, un analyste financier d'Evercore ici affirmait sur la télé CNBC que ChatGPT 6 arriverait avant 2026. Alors vous vous en doutez, cette rumeur a enflammé les réseaux sociaux, alimentant ainsi des spéculations folles sur une course effrénée vers des modèles toujours plus puissants. C'était au point qu'un employé d'OpenAI influent sur les réseaux, utilisant le pseudonyme Ron, a dû démentir l'information à plusieurs reprises. Et depuis, dans une interview récente, Sam Altman, PDG d'OpenAI, nous a confirmé que l'équipe travaillait effectivement sur ChatGPT 6. Mais attention, avec une stratégie complètement différente. Le prochain modèle se focalisera sur la mémoire persistante et l'adaptation aux utilisateurs. Alors, Altman a été clair là-dessus, j'ai le transcript de son intervention récente à San Francisco. Il nous dit que GPT-6 arrivera plus vite que l'écart entre GPT-4 et GPT-5, donc très rapidement, très probablement même au tout début 2026. Mais il sera fondamentalement différent. Donc plus question de juste améliorer la puissance brute. On parle maintenant d'intelligence qui vous connaît, qui s'adapte à vos préférences, à vos routines, à vos bizarreries. En somme, une IA qui ne se contentera plus de répondre, mais qui va anticiper. Le problème actuel avec les IA, et Sam Altman l'admet ouvertement également, c'est qu'OpenAI manque cruellement de capacité de calcul pour déployer des modèles qu'ils ont déjà prêts. Ils ont les modèles, mais pas assez de serveurs pour les faire tourner à l'échelle nécessaire. Donc pendant que l'on spéculait sur GPT-6, OpenAI était en fait en train de régler des problèmes d'infrastructure bien plus terre à terre. Alors justement, parlons d'infrastructure, car Jeff Bezos, grand patron de Amazon, Blue Origin et plein d'autres entreprises vient de lâcher une bombe qui pourrait révolutionner tout le secteur. Lors de l'Italian Tech Week à Turin, il y a 2 semaines, le fondateur d'Amazon a prédit que dans les 10 à 20 prochaines années, des data centers géants d'une puissance d'1 gigawatt tourneront en orbite autour de la Terre. Pour que vous compreniez bien, 1 gigawatt c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire entière. Et non, Jeff Bezos ne fantasme pas. En fait, il construit déjà les fusées qui rendront ce projet possible avec le New Glenn de Blue Origin. Et il faut dire que pour lui, la logique est implacable. Dans l'espace, vous avez un accès constant à l'énergie solaire. Pas de nuages, pas de pluie, pas de nuit. L'énergie y est littéralement infinie une fois les installations en place, du moins de notre point de vue, vu l'échelle à laquelle nous opérons. Et avec les besoins énergétiques de l'IA qui explosent, cette solution commence à avoir du sens économiquement. D'ailleurs, Blue Origin a déjà lancé sa plateforme Blue Ring en janvier dernier, qui est conçue spécifiquement pour offrir des capacités de calcul en orbite. Le projet Oasis aussi, annoncé en octobre avec le Luxembourg, qui vise à cartographier les ressources lunaires pour soutenir justement ces infrastructures spatiales. Aussi AWS, la branche cloud d'Amazon, qui teste déjà des systèmes de calcul en orbite. Sans citer Axiom Space, qui a envoyé une unité de calcul de la taille d'une boîte de chaussures vers la Station Spatiale Internationale en août et prévoit de déployer ses premiers nœuds de data centers orbitaux dans les mois à venir. Eric Schmidt, que nous connaissons bien dans la chaîne, ancien PDG de Google, a même racheté Relativity Space donc pour poursuivre exactement cette même vision-là. Et Sam Altman d'OpenAI en a également parlé dans un podcast récemment. On se rapproche de la civilisation de type 1, n'est-ce pas? Bon, l'espace, c'est l'avenir du calcul pour l'IA. Bien sûr, il reste des défis monumentaux. La latence. Alors certes, l'information voyage à la vitesse de la lumière, mais sur des milliers de kilomètres, ça commence à compter. Et ensuite la maintenance. Vous savez, quand un serveur plante en orbite, on n'envoie pas le technicien du coin.
Et puis il y a le refroidissement. Rejeter 1 gigawatt de chaleur par radiation dans le vide spatial nécessite des radiateurs massifs. Mais bien sûr, Jeff Bezos parie que ces obstacles-là seront surmontés et que l'espace deviendra le vrai lieu naturel où entraîner les futurs modèles d'IA. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Bien, maintenant retournons sur Terre et direction un autre développement excitant, celui qui me donne vraiment espoir pour l'avenir de l'humanité. Il y a 3 jours, Google et Yale ont annoncé quelque chose d'extraordinaire. Leur modèle d'IA S2S Scale, basé sur la famille des petits modèles Gemma, dont on a déjà parlé ici, et qui a généré une hypothèse complètement nouvelle sur le comportement cellulaire du cancer. Hypothèse qui a ensuite été validée expérimentalement dans des cellules vivantes. Vraiment bravo à eux. S2S Scale, c'est un modèle de 27 milliards de paramètres conçu pour comprendre le langage des cellules individuelles. Oui, une IA qui va comprendre chacune de vos cellules. Un des plus gros problèmes aujourd'hui en immunothérapie du cancer, ce sont les tumeurs dites froides, qui sont invisibles au système immunitaire. Le modèle a initialement été chargé de trouver un médicament capable d'amplifier ces signaux immunitaires. Et l'IA, elle a identifié une combinaison capable de booster justement la présentation d'antigènes, rendant les tumeurs froides plus visibles au système immunitaire. Cette prédiction a été confirmée plusieurs fois en laboratoire. Et d'après les résultats partagés, l'IA, elle n'a pas juste traité des données, elle a vraiment raisonné à travers le contexte cellulaire complexe, découvrant comment les conditions cellulaires déterminent le succès du traitement. Sundar Pichai, le PDG de Google lui-même, a déclaré que c'était une étape majeure pour l'IA dans la science. Avec davantage de tests précliniques et cliniques, cette découverte pourrait révéler une nouvelle voie prometteuse pour développer des thérapies contre le cancer, enfin. Et la suite logique, les équipes de Yale explorent en ce moment même, maintenant, le mécanisme exact découvert par cette IA et testent également d'autres prédictions générées par ce système. Et le top dans cette histoire, c'est que le modèle ainsi que ses ressources sont maintenant disponibles publiquement sur Hugging Face et GitHub, avec une pré-publication scientifique sur bioRxiv. Et dans la foulée, Google a aussi annoncé Deep Somatic il y a 2 jours à peine, qui est lui un autre modèle d'apprentissage automatique, une IA, qui identifie les variants génétiques dans les cellules cancéreuses, et ce, beaucoup plus précisément que les méthodes actuelles. C'est fou de penser qu'on est en train d'atteindre le point où l'IA ne se contente plus d'analyser ce qu'on connaît déjà, mais générer des nouvelles hypothèses scientifiques qui mènent à de vraies avancées médicales. Comprenez que ces modèles d'IA-là ne sont limités que par la quantité de puissance de calcul que l'on peut leur donner. D'où l'ambition de construire des méga centres de données, alors que ce soit sur Terre ou comme on l'a vu au début, autour de la Terre en orbite, dans l'espace, pour justement accélérer toute cette recherche-là. Franchement, je vous le dis, la médecine va faire un bond de géant dans les années qui arrivent. Si c'est juste une question de combien de compute, de puissance de calcul on peut jeter sur le problème pour guérir le cancer, alors il faut y jeter tout ce qu'on a, clairement. Du coup, parlons maintenant matériel. Nvidia a officiellement commencé à livrer le DGX Spark il y a à peine 5 jours, et Jensen Huang, PDG d'Nvidia lui-même, a livré les premières unités en personne. On a d'ailleurs vu des images incroyables de Jensen arrivant chez Elon Musk à Starbase, vous savez, au Texas, en lui donnant la première unité. Puis chez OpenAI, on a vu également Sam Altman et Greg Brockman et toute l'équipe recevoir le DGX Spark. Alors si vous ne comprenez pas la référence, sachez que Jensen rejoue l'histoire ici. En 2016, il avait déjà livré le tout premier DGX-1 à OpenAI, ce qui avait contribué à lancer la révolution de l'IA. Maintenant, presque 10 ans plus tard, il livre la suite, le DGX Spark, le superordinateur d'IA le plus petit au monde. Ce petit boîtier de la taille d'un mini PC contient 1 pétaflop de puissance de calcul d'IA et 128 Go de mémoire unifiée, c'est fou. On a fait du chemin, pensez aux caractéristiques techniques des PC que nous avions avant en 1980 ou en 1970. On a fait une explosion exponentielle. Il peut exécuter l'inférence, donc ces fameux calculs d'IA là, sur des modèles d'IA jusqu'à 200 milliards de paramètres, et affiner des modèles jusqu'à 70 milliards de paramètres localement. Alors d'après la fiche technique, on peut même connecter 2 de ces DGX Spark ensemble pour doubler la mémoire carrément et les ressources de calcul. Il nous l'annonce à 4000 $ depuis le 15 octobre, aussi bien directement chez Nvidia que chez les partenaires. Bien sûr, cela vise des entreprises qui veulent faire tourner des systèmes d'IA très gourmands en local, mais c'est 5 fois la puissance de calcul du DGX-1 original, dans un format qui tient sur un bureau, avec seulement 240 watts de consommation électrique. Times Magazine l'a classé parmi les meilleures inventions de 2025, à raison bien sûr, soulignant que ça démocratise vraiment l'accès à la puissance de calcul de l'IA. Cette puissance était réservée à ceux qui avaient accès à des clusters cloud coûteux, vous savez. Maintenant,
Pour moins de 4000 $, un développeur peut avoir un pétaflop de puissance de calcul sur son bureau. Vous voyez la vitesse à laquelle on va? Nvidia travaille déjà avec une large gamme de partenaires logiciels pour assurer la compatibilité. Donc là, ça vise un peu plus les experts ou les personnes avancées dans le domaine de l'IA. Mais si vous êtes là-dedans et si vous avez un modèle de langage que vous voulez exécuter localement, eh bien le DGX Spark devient une base solide. Parlons maintenant d'un développement stratégique d'OpenAI qui pourrait redessiner tout l'écosystème tech. L'entreprise fait actuellement le tour des grandes autres entreprises pour leur proposer un bouton « Se connecter » avec ChatGPT, similaire à ce qu'on a déjà pour se connecter avec Google, vous savez, ou se connecter avec Apple. Selon The Information, donc un grand média anglo-saxon, une partie intéressante du pitch est que les entreprises qui acceptent pourraient transférer le coût d'utilisation des modèles d'OpenAI directement à leurs clients. Aujourd'hui, quand une application intègre ChatGPT, c'est le développeur ou l'éditeur de l'application qui paye les frais d'inférence chaque fois qu'un utilisateur interagit avec le modèle. Et forcément, ces coûts s'accumulent vite. Mais avec cette nouvelle option, se connecter avec ChatGPT, si un utilisateur a déjà un code ChatGPT Pro, par exemple, il pourrait se connecter à l'application tierce avec son compte et utiliser son propre abonnement pro. L'éditeur de l'application n'aurait plus à payer et l'utilisateur obtiendrait même potentiellement un modèle de meilleure qualité, car c'est ce pourquoi ils payent ChatGPT Pro. Ils obtiennent ainsi leurs pixels, c'est-à-dire leurs boutons sur une tonne de sites web différents. Et d'ailleurs au passage, ils vont récupérer une immense quantité de données, de télémétrie sur comment les gens utilisent l'IA à travers le web. OpenAI a d'ailleurs publié une page web en mai dernier demandant aux développeurs d'exprimer leur intérêt par rapport à ça. Et ce formulaire demande aux entreprises de spécifier la taille de leur base d'utilisateurs, de moins de 1000 utilisateurs hebdomadaires à plus de 100 millions. Ça montre une chose, et c'est qu'OpenAI vise large, des startups aux mastodontes. Avec environ 600 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ChatGPT a la base nécessaire pour rendre cette fonctionnalité vraiment viable et devenir un nouveau Google. Sam Altman avait évoqué cette possibilité dès 2023 et maintenant, en 2025, c'est en train de devenir réalité. Bien sûr, il y a des considérations. Si votre service dépend entièrement du bouton « Se connecter » avec ChatGPT et que OpenAI change soudainement ses conditions ou ses tarifs, vous êtes coincé. Et bien sûr, si OpenAI a des problèmes techniques ou de sécurité, eh bien votre application va en souffrir aussi. Mais du point de vue d'OpenAI, ça fait tout simplement sens. Ça les positionne clairement au centre de l'écosystème IA numérique. Bon, mais Anthropic vient aussi de lancer quelque chose qui pourrait bien changer la donne pour les professionnels. Il y a 3 jours seulement, l'entreprise a dévoilé Claude Skill, une fonctionnalité qui permet de charger à la demande des compétences spécialisées pour Claude. C'est passé un peu sous les radars, mais ça pourrait être plus important que ce que l'on pense. Voici comment ça fonctionne. Claude Skill, ce sont des dossiers qui contiennent des instructions, du code et des ressources que Claude peut charger uniquement quand c'est pertinent. Par exemple, vous avez un guide de marque pour votre entreprise avec des polices spécifiques, une charte graphique bien définie, un ton de communication précis. Au lieu de tout coller dans chaque conversation, vous allez créer un skill. Et en plus de ça, donc Claude va scanner tous les skills déjà disponibles. Et quand vous allez lui demander de, par exemple, créer un support de marque, un logo ou peu importe, il va charger automatiquement votre guide avec toutes vos instructions. Et ça marche pour absolument tout. Création de feuilles Excel avec des formulaires complexes, génération de présentations PowerPoint avec votre template entreprise, rédaction de rapports selon les normes internes de votre organisation, etc. etc. D'ailleurs, Anthropic a déjà intégré des skills pour gérer les documents Office, et maintenant les utilisateurs Pro, Max, Team et Enterprise peuvent créer leurs propres skills personnalisés. C'est vraiment malin car c'est l'approche par divulgation progressive. Claude ne cherche pas que les métadonnées des skills au départ, ça garde le système rapide et économique. Alors j'ai vu que les skills peuvent également contenir du code exécutable, donc pour des tâches qui nécessitent une précision absolue, comme trier une liste ou calculer des statistiques. On peut laisser du vrai code faire du travail plutôt que de compter sur la génération de tokens aujourd'hui. Plusieurs skills peuvent se combiner automatiquement. Et c'est brillant, Claude identifie lesquels sont pertinents et les coordonne sans intervention manuelle. Pour une présentation investisseur, par exemple, il pourrait simultanément invoquer votre skill de charte graphique, votre skill d'analyse financière et votre skill de mise en page PowerPoint, par exemple. Alors, c'est disponible sur Claude AI, Claude Code et l'API avec le même format de fichier partout. Certains experts pensent que ça va déclencher une explosion d'innovation qui pourrait éclipser la ruée récente vers les MCP, vous savez, le Model Context Protocol. L'aspect intéressant, et Anthropic le mentionne ouvertement, c'est que ces skills ne sont pas exclusifs à Claude. Vous pouvez prendre un skill, le donner à un autre modèle comme Gemini par exemple, et ça marchera. C'est un format ouvert qui pourrait devenir un standard. Par contre, attention, comme d'habitude, petit signe de prudence, donnez à Claude la capacité d'exécuter du code
comporte des risques, forcément. D'ailleurs, Anthropic eux-mêmes recommandent de n'utiliser que des skills de source de confiance et de bien auditer le code avant l'installation. Ils espèrent même qu'à terme, les agents IA puissent créer leurs propres skills eux-mêmes, mais ça c'est une autre histoire. Et enfin, pour finir, un tout nouveau papier de recherche qui tente de définir ce qu'est réellement l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Parce que, soyons honnêtes, jusqu'à présent, c'était une cible mouvante. Dan Hendricks, chercheur en IA, et son équipe ont publié un papier qui propose une définition testable et quantifiable de l'AGI. Vous savez, le terme AGI, c'est censé être la super-intelligence, une intelligence si intelligente qu'elle dépasse les humains en tout point. Alors actuellement, le terme AGI est un objectif vague et mobile. Alors justement, pour ancrer la discussion, il propose une définition complète et testable de l'AGI. Et en l'utilisant, nous pourrons bien sûr quantifier leur progrès. Leur définition, c'est la suivante. C'est une IA qui peut égaler ou dépasser la polyvalence cognitive ainsi que la compétence d'un adulte bien éduqué. Pour mesurer ça, ils évaluent plusieurs dimensions de l'intelligence, dérivées du modèle le plus empiriquement validé de l'intelligence humaine, à savoir la théorie CHC. Bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais sachez que les catégories incluent par exemple les connaissances générales, la lecture, l'écriture, les mathématiques, le raisonnement sur le moment, la mémoire de travail, le stockage, la récupération de mémoire à long terme, les capacités visuelles, auditives, la vitesse de réflexion, etc. etc. C'est un panel assez large. Alors justement, selon leurs calculs, ChatGPT 4 était à 27% du chemin vers l'AGI. ChatGPT 5, lui, en est à 58%, c'est un bond massif. Ça semble nous rapprocher, mais voici le truc. Si un modèle n'a pas de mémoire persistante, il obtient 0% sur le stockage et la récupération de mémoire, forcément. Donc oui, s'appuyer sur des fenêtres de contexte massives est une contorsion de capacité. En gros, une solution de contournement qui masque en fait la limitation fondamentale aujourd'hui. C'est très intéressant parce que ça rejoint ce que Sam Altman dit sur ChatGPT 6 également, que la mémoire persistante sera la clé de tout. Et selon ce papier, sans elle, on ne peut tout simplement pas prétendre à l'AGI, et c'est logique. Voilà où on en est aujourd'hui. OpenAI qui retarde ChatGPT 6 pour se concentrer sur la mémoire et l'adoption. Bezos qui prépare des data centers en orbite. Google et Yale qui utilisent l'IA pour découvrir des nouvelles voies contre le cancer. Nvidia qui démocratise la puissance de calcul avec le DGX Spark. OpenAI qui veut devenir votre système de connexion et on commence à quantifier objectivement ce que signifie vraiment l'AGI. Vous le voyez, l'IA ne ralentit pas, elle se transforme, elle devient plus spécialisée, plus intégrée, plus puissante. Alors, la question n'est plus de savoir si l'IA va transformer votre travail, mais comment vous allez vous adapter pour rester pertinent dans ce nouveau monde. Et à ce propos, si vous réalisez que maîtriser ces outils n'est plus optionnel, à raison, que comprendre comment fonctionnent ces systèmes devient aussi crucial que savoir utiliser un ordinateur il y a 30 ans, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.